Hadjadj, directeur de l'Institut Philanthropos, Centre d'études philosophiques théologiques sur la nature de l'homme, qui ouvre notre cycle de conférences consacré à l'homme augmenté. Je laisserai Cédric, membre du comité de l'espace culturel, présenter Fabrice Hadjadj. Mais j'aimerais commencer peut-être cette session par une minute de silence pour les victimes, évidemment à Paris, mais pas seulement, au Liban et dans tout le Moyen et Proche-Orient, toutes les victimes de ces attentats, de ces folies. Et je pense que c'est bien qu'on les accompagne de notre prière et de notre silence pendant un petit instant. Merci beaucoup. Alors, juste quelques mots en préambule pour vous rappeler l'intention principale de l'espace culturel François de Sales. Être un lieu de rencontre, de dialogue ouvert sur la cité, où nous vous proposons donc chaque année un cycle de conférences différents autour d'un thème d'actualité, cette année le transhumanisme, ce qu'on appelle le transhumanisme. Autour de ce thème, donc, nous désirons croiser différents points de vue, anthropologiques, théologiques, mais aussi sociologiques, éthiques ou médicales. Outre Fabrice Hadjadj, que nous accueillons aujourd'hui, nous accueillerons le 30 janvier Daniela Cherqui, qui est sociologue, et Bernard Berchi, éthicien, ainsi que le 5 mars, Denis Muller, qui est pasteur et théologien, et Bertrand Kiefer, qui est médecin et fondateur de la revue médicale suisse. Alternant avec ces rencontres, nous vous proposons aussi des projections de films récents pour alimenter la discussion et la réflexion. Je vous les cite très vite. C'est Transcendance de Walid Pfister le 5 décembre, donc ce sera la prochaine rencontre. Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol le 20 février et Blade Runner le 7 mai de... j'ai plus oublié le nom du réalisateur. De Ridley Scott. Ridley Scott, merci. Avant de laisser passer... voilà, vous dire aussi comment se passe l'après-midi. Un premier temps, donc 45 minutes, 1 heure de conférence de Fabrice Hadjadj. Ensuite, une toute petite pause de 5 minutes qui sera suivie à nouveau de 45 minutes de discussion avec vous. On commencera avec Cédric. Et après, à 5 heures à peu près, nous aurons un goûter, voilà, un peu plus festif pour continuer la discussion de façon moins formelle. Alors, avant de laisser la parole à Cédric, justement, et à notre invité, j'aimerais commencer un petit peu pour situer l'enjeu de la discussion. J'aimerais commencer par 2 citations extraites de cette revue Cité, qui est publiée par les presses universitaires de France et qui est dirigée par Yves-Charles Zarka. Et en prologue, dans un texte d'introduction, il vous donne ces 2 citations qui me paraissent assez exemplaires des enjeux qui seront posés pendant toutes ces discussions. La première donc, citation est de Rémi Sussand, donc, dans un livre qui s'appelle « Les utopies post-humaines », qui a été publié en 2005. Le transhumanisme, c'est tout simplement l'idée que la technologie donne à l'homme les moyens de s'affranchir de la plupart des limitations qui lui ont été imposées par l'évolution, la mort étant la première d'entre elles. À terme, on pourrait voir naître, au-delà du post-humain, les premières créatures post-biologiques, soit des intelligences artificielles succéderont à leurs géniteurs humains, soit les hommes eux-mêmes fusionnés avec les machines jusqu'à être méconnaissables.
Et une deuxième citation, dans un texte encore plus récent, 2011, de Thierry Hockey, Cyborg Philosophie. Les individus amputés ou réparés par prothèse robotique sont en réalité le laboratoire où s'expérimentent les formes de l'avenir, où l'humain sera prolongé, c'est-à-dire à la fois amplifié et potentiellement annihilé par l'avènement d'autre chose qui n'est plus lui. Alors on comprend pourquoi on parle de post-humanisme. Elle est une petite dernière, un peu croustillante, volontiers provocatrice, je le trouve très drôle. Un monde purifié, sans rots ni pète, sans sueur ni morve, sans merde ni pisse. Un monde où la maladie aura été bannie, d'où le vieillissement aura été proscrit. Un monde où les visages ne rideront plus, où les peaux ne pisseront plus, où les haleines ne tourneront plus, où les benelles ne se détendront plus et où les organes ne brilleront plus. Voilà. Toujours du même Thierry Hockey, Cyborg Philosophie. Voilà. Je reste très très haut le niveau de la discussion. Maintenant je passe. Voilà, c'est bien. Merci Bertrand. Cher Fabrice, j'ai le plaisir de vous accueillir ici comme collaborateur à l'espace culturel François de Sales, mais aussi comme père. Je ne dis pas surtout comme père, mais aussi comme père de l'un de vos anciens philanthropotes, puisque c'est ainsi que les étudiants de l'Institut Philanthropos se nomment volontiers entre eux, Institut européen d'études anthropologiques, on vient de rappeler, que vous dirigez à Fribourg en Suisse depuis 2012. Bienvenue, bienvenue à vous. Et je veux dire que Fabien Normand était étudiant de la première promotion dont j'ai été, dont je suis le directeur. Alors ça s'appelle la promotion 9, mais moi, comme j'explique souvent que les pharaons datent à partir de leur règne, je dis que c'est la première promotion de l'âge hadjadjien. Vous avez dit aussi, avec ou sans jeu de mots, à promo 9, directeur 9. Fabrice, vous vous définissez vous-même comme, je vous cite, juif, de nom arabe, de confession catholique, de langue française. Et vous aimez souvent à rappeler qu'un individu est d'abord fils de ou fille de, et qu'il faut avoir reçu pour pouvoir donner. Dans la vie de la grâce, il est aussi des paternités. Nous pourrions résumer ici l'essentiel par la formule suivante, formule, il est vrai, fort réductrice. Dis-moi qui sont tes maîtres et je te dirai qui tu es ou qui tu n'es pas. Nous nous trouvons ici même, dans l'immeuble, dans la salle même où le cardinal Jounet a enseigné. Or, connaissant votre attachement à cette grande figure mérinoise, c'est-à-dire bien chez nous, grande figure de la théologie, donc, et plus généralement de l'Église, vous êtes ici un peu chez vous, dans la maison du Père, dans la maison du grand-père, peut-être, puisque vous vous reconnaissez comme étant l'un des petits-fils spirituels du cardinal. Vous êtes donc doublement le bienvenu. Si le pape François mentionne Henri de Lubac et Michel de Certeau comme ses deux penseurs français préférés, permettez-moi de renvoyer ici à d'autres penseurs pères qui sont les vôtres et dont le hasard a voulu qu'ils fussent tous suisses. J'ai nommé, outre le cardinal Jounet, Karl Barth, Hans-Urs von Balthasar et, plus proche de nous, le père Raimonet, ainsi que le cardinal Coty. Dans un numéro de l'année 2014 du cahier roman de Paroisse Vivante, vous soulignez même que vous placez les romans de Charles-Ferdinand Ramus au sommet de la littérature. Dans un texte des années 30, le même Ramus posait déjà la question suivante, question qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec le thème de ce cycle de conférences. Je cite ici Ramus. Il s'agirait de voir jusqu'à quel point vont aller nos pouvoirs, à nous les hommes, car ils augmentent sans cesse, tandis que ceux de la nature diminuent d'autant. Voilà la grande question. Elle commande essentiellement à nos opinions politiques, et la réponse qu'on lui fait est à la base même de l'attitude que l'homme contemporain adopte vis-à-vis de la vie.
citation date de 1938 pour être précis. À noter que sont contemporaines de cette question certaines réflexions de Heidegger sur la technique, et vous avez vous-même écrit, Fabrice, il y a maintenant 10 ans, en reprenant l'expression « faire l'homme » du vieux Heidegger de 1969, je vous cite, « Nous allons faire l'homme, c'est-à-dire le défaire, puis le fabriquer comme n'importe quel produit de commerce. » Cette phrase est extraite de l'un de vos livres, qui a été votre premier grand succès en librairie. Il a été publié en 2005 et vous l'avez intitulé de manière assez surprenante « Réussir sa mort, anti-méthode pour vivre ». En fait, je l'ai appelé simplement « Réussir sa mort », mais l'éditeur était tellement effrayé par ce titre il voulait absolument, pour que ce titre passe, mettre un sous-titre où j'ai mis « Anti-méthode pour vivre ». En fait, mais ça s'appelle « Réussir sa mort ». Je l'apprends aujourd'hui. Or, pour reprendre ici, cette fois, le titre d'un roman de Mélis de Kerangal, « Réparer les vivants », défaire puis fabriquer l'homme, n'est-ce pas justement aussi réparer les vivants? Quid donc de l'attitude à adopter face à cette humanité déjà ici et là plus ou moins profondément transformée par la technique? Pensons aux greffes, comme celle sans doute la plus spectaculaire d'un cœur artificiel. Pensons aux pacemakers et à toutes les autres formes de prothèses médicales, notamment les plus récentes, les fameuses neuroprothèses. Faut-il adopter dès lors une attitude alarmiste, voire catastrophiste, ou faire preuve d'un angélisme béat face à ces nouvelles technologies, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, que l'on nomme convergentes? Je pense ici évidemment notamment aux nano et aux biotechnologies. Alors débat ou faux débat? Quoi qu'il en soit, vos différentes prises de position sur le transhumanisme, ainsi que l'un de vos livres parus en 2014, Jeanne et les post-humains ou le sexe de l'ange, témoignent de votre intérêt marqué pour la question. J'en veux aussi pour preuve, entre autres, votre discours à l'UNESCO en mars 2011, le colloque par vous organisé 3 ans plus tard, pratiquement jour pour jour sur le même thème du transhumanisme, et ce, à l'occasion des 10 ans de l'Institut Philanthropos. Et enfin, en décembre 2014, avec 2 rencontres à ce sujet, l'une à Lyon et l'autre une semaine plus tard, à peine, au Collège des Bernardins à Paris, intitulée « Le transhumanisme, une idée chrétienne devenue folle ». Nous sommes en tout cas ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour que vous puissiez nous aider à mieux entrer dans ces questionnements difficiles d'ordre anthropologique, éthique, voire métaphysique. Fabrice, la parole est à vous. Merci Cédric. Merci beaucoup. Je suis très touché de cette introduction. Je veux dire que c'est une introduction rare parce que vous faites des liens entre différents aspects à la fois de ma vie et aussi de mes centres d'intérêt, voire des choses que j'admire. Voilà, donc je vous fais une relecture en fait. Et je suis très très étonné parce qu'effectivement vous n'êtes pas contenté, comme font beaucoup, de répéter ce qu'il y a écrit sur Wikipédia, qui est toujours faux. Donc merci beaucoup Cédric. En même temps, vous avez vous-même abordé le sujet sous un certain aspect. Il y avait plein de choses sur lesquelles j'aurais aimé réagir. Vous avez parlé de la greffe de cœur artificiel, effectivement. Voilà, j'aurais aimé moi parler d'autres formes de greffe. Moi, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à ce qui est la greffe parce que ça fait le lien avec la citation de Thierry Hoquet là, dans Cyborg Philosophie. Le livre que je n'ai pas lu, mais qui m'a été envoyé par l'auteur, alors je sais pas, mais je devrais peut-être le lire. Mais c'est la greffe d'excréments. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la question ces derniers temps du microbiote, c'est-à-dire des bactéries qu'on a dans l'intestin. Alors il y a eu un cas très intéressant où on a greffé finalement une matière fécale du père pour sa fille
afin de reconstituer sa flore intestinale. Vous voyez? Et donc, oui, on va très loin dans la greffe, mais vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il y a une grande différence entre ce type de greffe-là et la greffe de cœur artificielle, parce qu'ici, il s'agit d'une greffe qui vise à restaurer un écosystème qui est l'écosystème le plus dense de la planète et qui est dans notre propre ventre. Nous avons 100 fois plus de bactéries dans les intestins que de cellules dans notre corps, autant qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Donc, vous voyez, et c'est là, l'écologie est dans notre ventre, si vous voulez, parce que, vous voyez, on n'est pas des individus fermés avec leurs organes, on ne peut vivre et on ne peut digérer que déjà grâce à une symbiose avec d'autres vivants qui sont en nous. C'est très intéressant. Vous voyez, donc il y aurait, à la limite, cette question de la greffe aurait pu faire l'objet d'une conférence comme telle, mais je vais vous parler de manière plus générale et en même temps partir de l'actualité. Il va de soi que ce n'est pas forcément juste de partir de l'actualité la plus récente, parce que justement le propre d'un acte terroriste, c'est de vouloir semer la terreur et donc de nous focaliser dessus, de telle sorte que tout ce que nous faisions auparavant ait l'air de tomber. On pourrait même se dire, voilà ce qui s'est passé à Paris hier soir, pourquoi parler du transhumanisme? Il faudrait parler de cela, il ne faudrait parler que de cela, et à la limite, ne même plus s'occuper de nos proches, suspendre toutes nos activités. Et ça, c'est le triomphe du terrorisme. Parce que précisément, ce pouvoir hypnotique de l'acte terroriste, hein, par la terreur, c'est justement de nous dire, mais attends, c'est ça qui est important. Mais non, hein, nos tâches quotidiennes, les soins que nous devons avoir à l'égard de nos proches, et la tâche de la pensée, en dehors, je pourrais dire, de la réaction à chaud, qui n'est jamais de l'ordre de la pensée, eh bien, vous voyez, c'est quelque chose que nous devons absolument préserver et absolument maintenir. Sans quoi, vous voyez, nous succombons à la terreur. Donc, je pense que c'est très important de faire cette petite précision, même si, voilà, non pas succombant à la terreur, mais d'une certaine façon pour vous montrer le lien et le recul qu'il faut avoir justement sur notre sujet du transhumanisme. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que dans l'introduction que j'ai donnée à notre conférence, qui se trouve dans votre programme, curieusement, j'ai parlé du transhumanisme et aussi du fondamentalisme religieux. Donc vous voyez, cela laisse entendre qu'il y a des liens à faire et que ces liens sont bien antérieurs dans ma pensée à ce qui vient de se passer hier. Donc ma première partie de cette conférence, dont le titre est « L'homme augmenté, un rêve de l'homme diminué », c'est une partie un petit peu décalée sur justement transhumanisme et terrorisme. On pourrait dire de prime abord qu'il n'y a vraiment pas de lien entre les deux, et même que les deux s'opposent frontalement. D'un côté, le transhumanisme se fait au nom d'un certain rationalisme scientifique, alors que le terrorisme dont nous parlons se fait au nom d'un certain fidéisme, ou en tout cas d'une religion qui récuse d'une certaine façon les lumières même de certaines sciences. Deuxième aspect, le transhumanisme nous propose justement qu'une vie confortable, résoudre tous les problèmes, plus de maladies, plus de morts, alors que le terrorisme, au contraire, s'expose à la mort jusqu'à l'attentat suicide et même tire un plaisir, non pas du côté du confort, mais du côté de la terreur exercée, de déployer un climat de terreur. Sachant que ce climat de terreur, à l'intérieur du fondamentalisme religieux, n'est pas un climat de terreur qui est simplement celui que l'on exerce à l'égard des autres, mais qui n'est que la répercussion de l'espèce de terreur que l'on éprouve déjà à l'égard de Dieu, d'un certain Dieu. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que la terreur est précisément une des modalités
du rapport déjà au divin, et c'est pour ça que ça va se réverbérer, on pourrait dire, sur l'extérieur. Donc apparemment aussi opposition. Et puis l'autre aspect, bien sûr, c'est que le transhumanisme se fait du côté du numérique, du non-biologique, et là, au contraire, ben, l'acte terroriste est un acte qui est un acte où on voit le corps qui est extrêmement présent. C'est peut-être presque même une des choses qui semble, dans le terrorisme, qui est un aspect très intéressant et qui permet de relativiser justement le pouvoir du transhumanisme et de la technologie, c'est que l'acte terrorisme apparaît un peu comme une anomalie dans le logiciel. L'anomalie, c'est quand l'image un peu grésille, que ça bug, que ça... Pourquoi? Parce que ici, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des corps. Alors on se rend compte à la télévision encore, malgré tout. C'est pour ça que je dis que c'est une anomalie dans le système. Mais qu'il y a des corps, que le corps est menacé, que le corps est vulnérable, que le corps, voilà, et le corps revient comme ce qu'il y a d'important aussi. Donc, ici, on pourrait voir des oppositions. Et en même temps, il y a une similitude profonde entre les deux. Cette similitude, déjà, on pourrait la voir simplement du point de vue journalistique à partir de la réaction, on pourrait dire terroriste, ou plutôt du terrorisme comme réaction face à certains développements technologiques. Vous savez que une des premières justifications que peuvent faire des terroristes par rapport à l'attentat, c'est justement le fait qu'il n'y a plus de vraie guerre, de corps à corps, de vis-à-vis. C'est que désormais, souvent, ben voilà, les Américains ou d'autres peuvent faire la guerre en envoyant des drones. Drones qui sont donc des robots qui partent sur le terrain ça permet de préserver les hommes. Et de plus en plus, on va le faire parce que les techniques guerrières, notamment par exemple les avions, ont acquis une telle performance, on pourrait dire, de vitesse et de logique que le corps humain n'est plus capable de les supporter. Vous savez que dans le fameux rapport sur les technologies convergentes qui avait été demandé qui avait été fait par la National Science Association, commandé par l'État américain, il y avait cette phrase: sur la scène de la guerre moderne, l'humain est désormais le maillon faible, tant du point de vue cognitif que physique. Et c'est justement cela qui fait que les avions doivent être plutôt télécommandés désormais, plutôt que d'avoir un pilote à l'intérieur. Donc vous voyez, on envoie des drones qui sont pilotés depuis des lieux sécurisés en plein Nevada, mais qui se trouvent d'un coup dans un autre territoire. Et il n'y a plus, si vous voulez, une situation de combat dans la réciprocité. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui s'expose, un autre qui s'expose. Et alors, les terroristes se justifient en disant, mais vous voyez, vous apportez ça chez nous, eh bien nous aussi, on va créer des situations de guerre sur vos territoires en non-réciprocité. On n'a pas de drone, mais on a des types suffisamment, on pourrait dire, convaincus de la vérité de ce que nous proposons, qui vont se faire éclater et qui ressemblent à des drones d'une certaine façon, puisqu'ils entrent dans des lieux qui ne sont pas des lieux de territoire guerrier, ou on pourrait dire, c'est plus un champ de bataille, il n'y a plus de champ de bataille. Donc, d'une certaine façon, voilà, on le sait qu'il y a cette justification et qu'il y a un lien entre les deux, un lien, on pourrait dire, d'émulation entre les deux. Mais il faut aller beaucoup plus loin, quand j'ai parlé de similitude entre le transhumanisme et le terrorisme. Le premier point, c'est que les deux sont fondés sur un certain rapport au spectaculaire. Vous savez que l'important d'un acte terroriste, c'est pas tellement l'acte en lui-même pour le terroriste, mais sa répercussion médiatique. C'est son pouvoir d'exercer une terreur sur un pays. Donc, vous voyez, c'est la manière dont il va faire du spectacle. Or, il est évident que le transhumanisme aussi est du côté du spectacle, de la science-fiction, de l'hyperpuissance qui se manifeste, alors vous voyez, à travers des films. C'est donc, vous voyez, ce lien d'une même, on pourrait dire, logistique
spectaculaire. Ça, c'est déjà un point qui est assez évident. Et d'ailleurs, c'est les mêmes dispositifs qui vont être en jeu, parce que pour que le spectacle se fasse du terrorisme, il faut que ça passe sur les réseaux sociaux, il faut que ça passe par Google finalement. Qu'est-ce que nous avons fait pour savoir ce qui se passait sur les attentats? Nous sommes allés sur Google Actualité, nous avons suivi, mieux que la télévision qui est toujours un petit peu en boucle, les lives de tel ou tel journaux, vous voyez, avec des gens sur place, etc. Donc, et déjà, on voit que la possibilité même de l'effet terrorisant de l'acte terroriste emploie les dispositifs de l'hyperconnexion et du réseau. Et déjà, du côté du spectaculaire, il y a ce lien évident. Deuxième remarque, le caractère justement mondialisé. C'est très intéressant. Le transhumanisme se joue au niveau mondial, mais même est le dispositif qui fait que l'homme n'est plus simplement l'homme d'un pays, d'un lieu, d'une famille, mais qui doit être l'homme du réseau. L'homme du réseau de l'hypertexte, de Facebook, mais on pourrait dire directement sur Facebook, c'est-à-dire que votre face deviendrait votre profil, j'ose dire. Bon, ou que votre profil deviendrait votre face plutôt d'ailleurs, etc. Donc vous voyez, c'est très intéressant, c'est mondial. Or, les terroristes ne défendent pas un territoire, ceux d'aujourd'hui. Il y a eu d'autres formes de terrorisme, hein, mais là, il s'agit bien d'un terrorisme qui est mondialiste, qui est mondialisé, qui vise le califat mondial, qui vise des choses l'Oumma, enfin tout ce que vous voulez. Mais c'est très intéressant de voir que c'est la même mondialisation. Et de la même façon que vous allez avoir des jeunes qui vont jouer à des jeux vidéo parce qu'ils se sentent de nulle part et parce qu'ils n'ont pas d'enracinement quelque part, et qui vont être sur Facebook et qui vont être sur le virtuel, c'est les mêmes qui vont peut-être être recrutés par les mêmes dispositifs et qui se sentent de nulle part et qui ne sont pas là en train de défendre une famille ou un territoire, mais vraiment dans un acte qui est lui-même mondialisé, qui est déjà dans la logique du déracinement mondialiste. Vous voyez, c'est encore une fois une similitude très nette. Alors, la troisième similitude qui est la plus frappante, on pourrait dire, c'est que dans les deux cas, on s'éclate. Alors, je ne parle pas simplement de l'éclate où on s'amuse et l'éclate de l'attentat suicide, vous voyez, parce que ça, c'est assez net. Hein. D'ailleurs, il faudrait réfléchir au fait qu'on ait utilisé le vocabulaire de l'éclatement, du morcellement, de la dispersion pour dire la joie, pour dire le plaisir. Ce n'est pas anodin. Si on disait la joie en termes de recueillement et d'intimité, mais non, mais vous voyez, on s'éclate. C'est déjà signifiant. Mais surtout, là où il y a un éclatement très intéressant, c'est que dans les deux cas, il y a une instrumentalisation et une fonctionnalisation du corps humain. Vous remarquerez que le corps humain est employé comme une arme dans le terrorisme. C'est-à-dire comme un moyen, vous voyez, à l'intérieur d'un dispositif plus large dont il ne serait qu'un rouage. Le corps humain n'a pas la dignité de la personne qu'il faudrait préserver, il devient une cartouche. Il devient un fusible, il devient, vous voyez, de ce avec quoi on peut réaliser quelque chose qui serait au-delà de ce corps. Alors c'est très intéressant parce que le transhumanisme fait la même chose. D'abord, il éclate le corps en différentes fonctions. Au lieu de voir le corps humain comme manifestation de la personne humaine, avec son unité, on pourrait dire indéchirable, on divise le corps humain en différentes fonctions, en différents organes réparables, en différentes fonctions améliorables, et on est dans une logique tout à fait analogue d'instrumentalisation du corps. Vous voyez ? Autre point, là encore, c'est un peu la continuité de ce que je viens de dire, d'analogie très très forte, c'est ce qu'il advient de la femme, que ce soit dans le fondamentalisme musulman ou dans le transhumanisme. On pourrait dire que c'est à peu près l'inverse, parce que le transhumanisme tend à vouloir libérer la femme du poids
de la grossesse. Un des horizons du transhumanisme, par exemple, c'est cette égalisation des conditions masculines et féminines grâce à l'utérus artificiel. Égalisation qui est en fait la perte pour la femme de tout pouvoir. D'une part, sa masculinisation, bien sûr, mais aussi, ce qu'a très bien montré l'anthropologue féministe Françoise Héritier, qui on ne peut pas dire qu'elle soit spécialement attachée à la cause chrétienne ou à des choses de ce genre. Mais enfin, Françoise Héritier a dit, mais au contraire, l'utérus artificiel, c'est le règne du patriarcat. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est des mecs qui disent, vous les femmes, vous n'avez même plus le pouvoir de procréer, c'est nous qui faisons les trucs en transparence grâce à nos projets de mecs. C'est ça, les hommes, c'est on fait, on contrôle, on comprend. Voilà. Et c'est très intéressant, le lien entre l'utérus artificiel et un retour, on pourrait dire chez elle, du patriarcat. Mais justement, le fondamentalisme religieux est patriarcal. La femme est une femme qui est ramenée souvent à des fonctions, une femme objet. Donc, on ne prétend pas la libérer, bien sûr, en faisant un utérus artificiel, mais le fait même qu'elle soit considérée elle-même comme une sorte d'utérus et d'objet qu'on protège, qu'on préserve, etc., aboutit finalement à des effets analogues. D'une part, la dépossession chez la femme de sa capacité procréatrice du côté du transhumanisme pour en faire une fabrication, mais là aussi, c'est l'idée qu'on ramène la femme à une capacité procréatrice sans qu'il y ait ici une liberté, une responsabilité face à l'homme. Donc là encore, vous voyez, des liens très étonnants quand on y réfléchit. C'est pour cela que quand nous attaquons le transhumanisme, qu'est-ce que nous attaquons? Est-ce que c'est seulement le transhumanisme ou c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui est une structure beaucoup plus profonde du monde contemporain? Puisqu'on peut la retrouver ailleurs, là où on ne s'y attend pas. Autre point très important, dans les deux cas, il y a rejet de ce que je vais appeler l'ordre de la culture. On pourrait dire l'ordre proprement humain. La culture, c'est pas simplement le culturel. Parce que ça, les objets culturels, ça marche très bien avec le transhumanisme. Vous ramenez des objets à des divertissements. Vous allez à une exposition, c'est culturel. C'est à la fois du divertissement et un système de reconnaissance sociale. Il faut parler de tel grand peintre parce que, vous voyez, c'est une manière de se montrer. Bon. C'est pas ça la culture. L'essence de la culture, c'est pas les objets culturels. La culture, c'est un acte où... Alors, c'est différent, ça vient de l'agriculture d'abord. On cultive le sol, on accompagne le dynamisme d'une forme naturelle, donc on n'est pas dans la simple fabrication. Mais aussi, la culture comme culture humaine, c'est un acte immanent, c'est-à-dire où l'homme cherche à se cultiver. Non pas à produire des objets culturels devant lui, mais à déployer son humanité. Vous voyez ? Et cet acte se fait à travers, bien sûr, les arts, la poésie, la philosophie, les sciences, mais les sciences pas simplement en tant qu'elles sont technosciences, en tant qu'elles sont des sciences contemplatives aussi, la joie de faire des mathématiques et de découvrir des objets qui sont complètement stupéfiants, parce que vous voyez, le propre de l'objet mathématique, c'est que c'est un objet entièrement construit. Vous posez des axiomes, vous construisez un espace de Riemann. Bon. Et puis tout d'un coup, vous découvrez qu'à partir des axiomes que vous avez posés, il y a une consistance de l'univers mathématique derrière, avec des théorèmes, avec des choses que vous ne comprenez pas, qui vous dépassent. C'est incroyable ça. C'est-à-dire que, vous savez, les mathématiques sont la démonstration de quoi? Les mathématiques pures sont la démonstration de quoi? Que le constructivisme n'existe pas. Le constructivisme pur n'existe pas. Parce que même quand vous construisez quelque chose, tout d'un coup, cette chose-là, c'est-à-dire la chose mathématique que vous construisez, revient à vous avec la résistance de quelque chose de réel, de mystérieux, et revient à vous comme une donation qui vous dépasse. C'est très très étonnant. C'est pour ça que c'est très important les mathématiques. La
critique bête des mathématiques est en fait une critique, si vous voulez, d'une mathématique qui a été mise en esclavage par le monde technocapitaliste, qui devient une mathématique pour faire des systèmes comptables afin d'exploiter davantage les gens. Bon, c'est pas du tout ça, les mathématiques. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, il y a un ordre de la culture dont font partie les mathématiques, font partie les sciences, font partie de qui est l'ordre du développement humain. J'ai parlé des arts, mais attention, c'est aussi l'artisanat, c'est aussi les savoir-faire, des savoir-faire très simples, faire la cuisine, c'est la culture, les arts de la table. On pourrait même dire, puisque la question des excréments est une question fondamentale apparemment pour les transhumanistes, hein, qui pensent qu'on est un sac à viande, voilà, que c'est pas... Mais les arts de la table, c'est lié à ça. Il y a peut-être aussi un art à développer, des toilettes, un art de... Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont vraiment de l'ordre de la culture. Vous voyez, que vous ayez je sais pas, des beaux chiottes, hein, humains, hein, avec un déploiement, vraiment. On sent que la personne est soignée, elle est accueillie, là aussi. C'est très intéressant, hein. Par là, on peut mesurer des formes de civilisation très profondes, la manière dont on a d'aller aux toilettes. Bien sûr, la manière d'aller à table est plus encore signifiante, en tout cas. Voilà. Alors, vous voyez bien que d'un côté, le transhumanisme oublie la culture et va du côté de la technoscience. De la pure technoscience, sans culture, d'une certaine façon. Sauf à en faire une sorte de culturel divertissant. Et de l'autre côté, bien, le terroriste fondamentaliste religieux, lui aussi, renie l'ordre culturel au nom de son fidéisme, au nom du Coran. Donc, vous voyez, d'un côté, une sorte de rationalisme technoscientifique qui, lui, rejette l'ordre culturel comme étant un ordre divertissant, illusoire, vous voyez, enfin, c'est de l'ordre du rêve, voilà. Hein, la littérature, qu'est-ce que c'est, que ça nous apporte, pas grand-chose. Et puis de l'autre côté aussi, oulala, non, pas de littérature, pas de musique, en plus, vous voyez, musique, le Bataclan, tout ça. Non, non, ça, il n'y a pas ça chez nous. Hein. Donc, on évite tout ça. Et c'est très intéressant, vous voyez, de voir qu'il y a le même rejet de l'ordre culturel, de cet ordre, on pourrait dire, médian de la vie humaine. Entre, vous voyez, cette culture qui est entre la culture du sol et le culte des dieux, qui est un ordre profondément humain. Donc vous voyez, ces liens font que des alliances sont possibles. Et ces alliances existent déjà, vous le savez bien, entre, on pourrait dire, le techno-capitalisme et l'islamisme. Alliance l'idée, par exemple, que l'islamisme serait quelque chose, vous voyez, d'archaïque, d'obscurantiste, de prémoderne, c'est faux. On est face à un islamisme postmoderne. Quelle est la ville la plus postmoderne peut-être du monde? Vous voyez, ce serait peut-être Dubaï, enfin aller dans le monde plutôt, si vous voulez, des mondes high-tech, avec des grandes tours, avec des... Ben voilà, c'est là. C'est le Qatar. Donc c'est postmoderne. Et le lien entre tout ça, bien sûr, c'est quoi? C'est la finance, c'est l'argent qui circule de manière obscure. Et donc, vous voyez, on est impliqué de manière très intéressante, parce que l'argent qui attire les gens à l'université de la singularité, vous voyez, parce qu'ils voient des nouveaux marchés transhumanistes, etc., qui vont s'ouvrir. Puis de l'autre côté, voilà, l'argent du pétrole, l'argent, vous voyez, qui cherche à se réinvestir et qui s'investit aussi dans le terrorisme. Et qui passe par Genève. Alors on y est, là. Vous voyez. Donc, vous voyez, cette première partie est partie de l'actualité, mais son enjeu, c'est de vous montrer que, attention, que critique-t-on quand on critique le transhumanisme? Ou alors, si vous dites, oui, le transhumanisme, c'est, je ne sais plus quelle définition il y avait, oui, c'est la technologie qui prétend, voilà, devenir le salut de l'homme, enfin, je ne sais pas comment c'est. Très bien, on peut le dire comme ça. C'est pas tout à fait faux. Mais la vraie question qui demeure, c'est qu'est-ce que c'est que la technologie? Parce que d'où viendrait que la technologie, d'abord, ait un désir?
qu'elle voudrait devenir salut. Comment la technologie peut se présenter comme salvatrice? Après tout, la technique, c'est une technique. En tant que technique, elle est bonne. Dès qu'on dit technologie, pourquoi ce serait mauvais en soi? Comment ça se fait qu'il y ait une sorte d'intentionnalité dans la technologie? Donc on voit bien qu'on ne parle pas vraiment que de la technologie derrière ça. Ou en tout cas qu'on parle d'une technologie qui aurait justement un logos. Alors mais quel est le logos de du technologos, vous voyez, hein, ici, et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose derrière. Ça ne suffit pas de dire on va dénoncer la technologie. C'est une grave erreur. Et même, vous voyez, j'en arrive donc à ma deuxième partie, déplacement de la critique, pour essayer de penser l'essence du transhumanisme ou l'essence de ce qu'on peut appeler le technologisme. Donc, ce technologisme qu'on peut dénoncer. Vous remarquerez qu'il y a une chose qui est très intéressante, qui nous montre qu'on est ailleurs, et qui nous pousse à déplacer la critique, c'est que la plupart des critiques que nous faisons à l'égard du transhumanisme ou à l'égard de la technologie sont des critiques qui reposent elles-mêmes sur les standards de la technologie. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que ce dispositif-là a une capacité d'absorber, d'intégrer tous les critiques qu'on lui fait, et même de s'annexer de nouveaux territoires grâce à la critique qu'on va lui faire. Par exemple, problème écologique lié justement à, à des formes de techniques exorbitantes, etc. Et on vous dit, mais comment vous allez résoudre ce problème? Eh bien, par plus de science et plus de technologie. C'est le cas, vous savez, du capitalisme, de la marchandisation. Vous êtes un rebelle, vous luttez contre le capitalisme, mais à la fin, ce qui se passe, c'est que vous devenez vous-même un produit du capitalisme. À la fin, les jeunes achètent des porte-monnaies Che Guevara. Vous voyez, cette capacité de la société techno-capitaliste d'absorber les critiques pour en faire un produit. C'est ce qu'avait très bien montré Guy Debord dans La Société du spectacle. Il disait, voilà, la force de la société du spectacle n'est pas... Il faut bien voir ce que veut dire Debord par spectacle. Ce n'est pas la critique des spectacles comme tel. Hein, ici, ça n'a rien à voir avec Tertullien, parce que je vois qu'il y a un type qui a sorti un livre sur qui a réédité des spectaculiques Tertullien et qui essaye de faire un lien avec Guy Debord. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Guy Debord critique quand même le stade suprême pour lui du capitalisme, c'est le spectacle. C'est-à-dire, tout devient marchandise, les destins humains, etc. Et vous voyez toujours, donc vous êtes chez vous, vous voyez des documentaires sur d'autres vies. Ça peut même être chrétien, vous voyez, vous avez des documents, vous êtes connecté à EWTN, Eternal World Television Network, la grande chaîne catholique américaine, et vous avez des séries sur The Life of Padre Pio, des choses comme ça. Et puis alors, vous regardez ça, et vous êtes chez vous dans votre fauteuil, et donc ça absorbe tout, hein, même les vies de saints. C'est même pas la peine. Pas simplement les révolutionnaires, c'est les vies de saints, tout. Tout est absorbé. Et alors, Guy Debord dit la chose suivante, il dit la critique du spectacle devient elle-même spectacle de la critique du spectacle. De telle sorte que vous allez regarder la télévision, et vous allez regarder à la télévision des émissions qui critiquent la télévision. Vous allez aller sur Internet, vous allez passer du temps sur les sites qui vous expliquent pourquoi Internet c'est pas bon. Oui, c'est bien connu. On fait tous ça. Alors il faut reconnaître, vous voyez, ce pouvoir d'absorption du réseau, du spectacle ici. Et donc finalement, il faut faire attention. Les transhumanistes, ce n'est pas les petits hurluberlus là qu'on voit qui sont en train de défendre. Non, c'est nous. C'est nous qui utilisons Google, pas les autres. Donc il faut essayer de voir comment vous voyez, se joue cette sorte de complicité et de récupération systématique. Systématique, parce qu'il y a un système derrière. Voilà.
Alors, quelles sont les différentes critiques qu'on a pu faire? Moi, j'ai entendu par exemple des émissions sur le transhumanisme, on dit « Oh, c'est terrible, il va y avoir des inégalités sociales terribles, parce qu'il y a des gens qui pourront se payer les implants, qui pourront se payer des super médecines et les autres vont se retrouver dans des situations terribles, inhumaines, etc. » Qu'est-ce que ça veut dire alors? Parce que la question c'est qui sont les victimes dans cette histoire? Ceux qui se payent les implants ou les autres? Ou est-ce que le projet c'est de faire en sorte que tout le monde puisse payer les implants? Vous voyez, ça c'est le type même de la critique qui est absolument inopérante, qui est la critique, vous savez, sur l'égalitarisme, au nom de l'égalitarisme, qui passe à côté de l'essentiel, c'est souvent le cas avec cette notion-là. Il y a bien sûr des inégalités, et ça il faudra voir pourquoi peut-être cette logique-là aggrave les inégalités qui sont déjà celles produites par le système libéral mondial. C'est ça qui est intéressant. Il y a un lien, donc on va essayer de voir le lien, mais ce n'est pas la question essentielle. Deuxième point, oulala, la technologie, vous voyez, désastre écologique, ce problème, donc, bon d'accord, il y a beaucoup de risques, beaucoup de dangers pour l'humanité dus à ces développements technologiques. Donc, il faut faire attention au nom du risque qu'il y a derrière, au nom... voilà. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous dites ça? Vous êtes dans une logique sécuritaire. Vous êtes dans une logique qui est de dire, ah bah oui, bah, il faut le minimum de risque, donc planifions tout, contrôlons tout, et rajoutons-en, on va rajouter une couche. Alors, bien sûr qu'il y a des dangers notoires, bien sûr qu'il faut être dans... faut se poser la question des dégâts et des dégâts collatéraux du dispositif. Mais d'une certaine façon, il faut bien comprendre que le dispositif peut absorber cette réflexion-là en disant, ben voilà, améliorons encore notre performance calculatoire pour arriver au zéro risque. Vous comprenez, hein, est-ce qu'on peut penser la vie en termes de risque? Déjà. Si vous voulez aimer quelqu'un, est-ce que vous allez chercher le zéro risque? Là, vous êtes fichu. Et la notion de risque est liée à la notion de planification. Il y a de risque par rapport à un projet et à un but que vous êtes fixé. Donc plus vous dénoncez les risques de la technologie, plus vous entrez dans la logique planificatrice. Vous n'en sortez pas. Nom remarque, vous voyez, sur les critiques qui se font à partir des standards. La première, c'est l'inégalité. La deuxième, c'est le nom du risque. Troisième chose, vous venez ici, peut-être pour avoir des informations sur le transhumanisme. Alors, vous allez repartir bien informé. J'espère que ça ne sera pas le cas. Enfin. Que vous aurez pensé, que vous n'aurez rien appris de plus en termes d'information. Vous aurez tout d'un coup vu que ce que vous saviez déjà contenait beaucoup plus que ce que vous imaginiez. Bon. Alors, c'est ça la pensée. La pensée n'apporte aucune information nouvelle. Il faudrait juste vous faire remarquer. Pas besoin. D'ailleurs, les philosophes, c'est très étonnant. Ils ne lisent pas les journaux, en général. Et ils se posent des questions très simples. On existe, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas besoin d'avoir des informations supplémentaires. Plus ils ont d'informations, à la limite, moins ils doivent se concentrer sur cette question métaphysique. Voyez. Donc, c'est... Alors, vous venez ici pour avoir plus d'informations, je vous dis, voilà, maintenant, quels sont les progrès de la Google Car, quels sont les progrès de machin. Mais, en fait, déjà, la logique de tout réduire à de l'information, c'est précisément la logique cybernétique. Théorie de l'information. Théorie que de l'information. Et puis, deuxième aspect, vous voulez être bien informé pour pouvoir réagir afin de proposer des solutions efficaces. Ah, vous voulez des solutions. Et ça, les solutions, c'est aussi une logique techniciste. Vous avez un problème, vous avez des solutions. Nous allons enfin réagir avec beaucoup plus d'efficience en ayant trouvé des solutions finales. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà.
vous êtes déjà tombé dans le panneau. Autre aspect, vous avez vu, hein, je me situe à un niveau qui n'est pas celui du discours sur le transhumanisme, mais d'une sorte de métadiscours, c'est-à-dire le discours sur le discours du transhumanisme, qui dénoncerait le transhumanisme et qui montre qu'en fait, cette dénonciation elle-même est, elle-même, vous voyez, prise dans quelque chose de beaucoup plus profond et qu'il faut en prendre conscience. Vous aurez des conférences, à mon avis, beaucoup mieux documentées et beaucoup plus informatives que la mienne par la suite. Mais, vous voyez, c'est très important, c'est pour ça qu'on commence par celle-ci, je pense, d'avoir cette approche, vous voyez, qui est une approche avant même le discours et sur la manière dont ce discours est lui-même déjà piégé. Quatrième point, donc vous avez, premier point, inégalité, deuxième point, l'aspect du risque, troisième point, l'aspect de l'information pour une solution. Hein, vous avez compris. Quatrième point, qui montre que notre critique est souvent elle-même prise dans les standards de ce qu'on prétend dénoncer, la défense des personnes vulnérables. Ah, ça c'est la grande spécialité Cato. En ce moment, d'ailleurs, quand vous avez un terme qui devient un terme, une rengaine, un mot-clé, une sorte de formule magique, méfiez-vous. En ce moment, c'est la vulnérabilité, la fragilité. Voilà. Et alors, voilà ce qui se passe. C'est que nous pensons, en défendant les personnes vulnérables, mais on les pense à partir souvent d'une donne qui est celle de ce monde de la performance. On peut aller très loin là-dedans. Par exemple, est-ce qu'il faudrait développer des thérapies géniques pour empêcher l'apparition d'enfants trisomiques? C'était le projet de Jérôme Lejeune. Mais, si vous voulez, la croix qu'a eu à porter Jérôme Lejeune, outre les attaques qu'il a connues, etc., il a beaucoup aidé les parents, parce que les parents étaient persuadés que le Down syndrome, comme on l'appelait à l'époque, hein, le syndrome de Down, le mongolisme, n'était pas dû à leur faute, voilà, c'est un problème génétique, donc en montrant ça. Puis après, il y a cette question, et c'est une question majeure de la Fondation Lejeune hein, aussi, développer des thérapies. Mais est-ce que l'enjeu fondamental, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants trisomiques? Et donc, pour qu'il y ait ça, il faut forcément intervenir in utero. À nouveau, hein, je ne donne pas de solution ici, vous avez compris qu'il n'y aura pas de solution. Bon. Mais, vous voyez bien que, déjà, est-ce qu'on n'est pas entré dans quelque chose qui va vers le post-humain, au nom de la thérapie, au nom du soin des personnes vulnérables? Il vous manque les jambes, on vous fait des prothèses. Mais si on vous fait des prothèses, pourquoi est-ce qu'on ne vous ferait pas des prothèses quand même performantes? Et même à la limite, des prothèses avec des fonctionnalités qui dépassent ce que peuvent faire des jambes humaines. À ce moment-là, il y aura des gens qui vont regretter d'avoir que des jambes humaines. Hein. Et qui rêveront d'être amputés pour se faire... vous voyez, c'est déjà... Vous savez bien, bon, le cas, vous en parlez peut-être Daniela Cherqui quand elle viendra, que j'aime beaucoup. Daniela, elle enseigne à Philanthropos aussi, elle est professeure à Lausanne. Je l'ai découverte grâce à Elvis, ici présent, qui m'en a parlé en premier. Elle parle parfois d'Aimé Mullins. Vous savez, ce mannequin qui n'a pas de jambes. Une femme mannequin qui... Et alors on dit c'est merveilleux, vous voyez, les mannequins... mais alors elle dit, moi c'est mieux que les autres femmes parce que je peux choisir mes jambes en fonction de la robe que j'ai. Vous connaissez l'autre avec les jambes, c'est Pistorius, bien sûr. Pistorius, vous savez qu'à un moment, le comité olympique a refusé qu'il participe aux Jeux olympiques, non pas para-olympiques, mais Jeux olympiques, parce qu'il pensait que les autres concurrents qui avaient leurs jambes étaient désavantagés.
Parce que son cœur n'ayant pas à alimenter, vous voyez, les jambes, il avait des performances cardiaques supérieures aux autres, donc on s'est dit, oulala, ce déplacement, c'est quand même une chose étonnante. On peut aller plus loin, vous voyez, par exemple, quand on dit, ah, c'est merveilleux, une jeune trisomique en ce moment qui est une des mannequins, mannequin très important qui fait des défilés à New York. Et alors, elle explique, parfois, elle dit qu'elle s'est prise en main, en gros, qu'elle a fait des régimes et que maintenant, vous voyez, elle fait des défilés de mode. Alors, on pourrait dire, c'est très difficile à décider ça. Est-ce que c'est une manière d'aimer les personnes trisomiques et de les accueillir? Parce qu'après tout, on pourrait dire, voilà, c'est un grand témoignage. Et c'est pas faux. Mais en même temps, c'est leur intégration à l'intérieur du système. Avec les critères du système. Il faut top modéliser la personne trisomique. Ce que pourraient à la limite faire les chrétiens. Parce qu'on pourrait faire exactement l'inverse de ce que je dis. On pourrait dire, ah maintenant c'est très bien qu'il y ait des personnes trisomiques, il faut qu'il y en ait, donc on pourrait génétiquement les fabriquer. Non mais vous comprenez hein, qu'on est face à des questions terribles. Sur la question de la vulnérabilité, ça va plus loin, parce que la question de la vulnérabilité, c'est que qu'est-ce que c'est les personnes vulnérables? Il y en a quelques-unes dans la salle, c'est les vieux. C'est les vieux. Ah oui. Et les vieux, c'est les personnes vulnérables. Les personnes qui ne sont pas vulnérables, c'est les jeunes. Les jeunes, ils ont l'énergie, ils sont la jeunesse. Donc les jeunes qui ne sont pas vulnérables doivent s'occuper des vieux qui sont vulnérables. Voilà ce que disent les cathos eux-mêmes. Mais c'est une aberration. Parce qu'on inverse ce qui traditionnellement était la vulnérabilité et la vénérabilité. C'est-à-dire que dans une société traditionnelle, le vénérable, c'est le vieux, et le vulnérable, c'est le jeune. Pourquoi est-ce qu'un jeune est vulnérable? Que va devenir cet enfant? Quand vous êtes vieux, vous avez eu une vie, vous avez traversé des épreuves. Si vous êtes vieux, vous êtes là, c'est que vous avez traversé des choses malgré tout, hein, que vous avez réussi à faire quelque chose. Ah oui. Mais le jeune, on se dit, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Il y a une vulnérabilité extrême, et on le sait, les parents le savent. Et ils s'angoissent à propos de ça. Mais ils sont dans une société où on leur dit, mais non, c'est bien d'être jeune. Ce qui est vénérable, c'est le jeune. Alors si le jeune est le vénérable et le vieux est le vulnérable, déjà je ne vois pas comment il pourrait y avoir une transmission. C'est pour ça que l'adolescent devient le chef de famille. Vous comprenez ici que notre manière même de penser la vulnérabilité se fait à partir des standards du monde technologique. Bon, on est dans la merde. Hein. Mais tant mieux, hein. Ça va faire de l'engrais, c'est un nouveau départ, parce que justement les cyborgs ne sont même pas capables de merde. Donc c'est déjà notre avantage, c'est le lieu peut-être de la différence. Hein. Bon. Alors, j'en arrive, vous voyez, je vous explique, moi j'ai choisi, je suis laïque pour me permettre de parler comme ça. J'ai jamais voulu être un clerc, un diacre même, autre chose, parce que on doit avoir cette liberté. Nous, qui ne serait pas une liberté pour à mon avis, pour un ecclésiastique. Bon, il y a Guy Gilbert, bon. Mais quand même. Voilà. Enfin, et ça vous fait découvrir peut-être le point ultime, c'est que ceux qui critiquent le transhumanisme n'ont pas le monopole de la compassion. Le transhumanisme se fait au nom du confort, au nom du réconfort, avec un arrière-plan compassionnel. Et même ce qui va se passer, et c'est ça la chose extraordinaire,
c'est que face à ces développements technologiques, il va y avoir un renversement. Il y a déjà un renversement qui fait que ce sont les chrétiens qui apparaissent comme des monstres, comme des gens cruels. Parce que les nouvelles questions qui se posent sont les suivantes. Est-ce que vous voulez vieillir ou pas? Si vous défendez un ordre naturel, parce que Dieu s'est fait homme, et donc il a des... De toute façon, cet ordre naturel a été porté par le surnaturel, par le divin, donc il a une dignité divine tout d'un coup. Vieillir. Alors vous dites, non, il faut vieillir. Vous savez, le vieillissement, c'est la décrépitude aussi. Oui, mais c'est bien. Non, mais attendez, vous êtes malade. Et les autres, ils arrivent en disant, mais non, on fait un truc, on arrête le processus de vieillissement. D'accord? De l'autre côté, souffrir. Vous êtes contre l'euthanasie, vous êtes des tortionnaires, indirectement, vous êtes des tortionnaires si vous êtes contre l'euthanasie. Les gens veulent la suppression des souffrances. C'est pour ça qu'ils vont dans la ville où il fait bon vivre, la ville de grande aisance du monde, de la plus grande de Zurich. On y est, hein, ici. On est aux avant-postes. Hein. Donc, vous voyez, c'est là, il fait bon vivre à Zurich, pas simplement parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a la simplicité, parce qu'on n'est pas dans une mégapole écrasante, mais parce qu'il y a aussi la Maison Bleue de Dignitas. Et si vous dites aux gens, bah non, dès que tu sors de ton confort, tu n'as pas le droit, tu dois souffrir, bah vous êtes un monstre. Alors, encore une question qu'on peut vous poser. Vous voulez avoir votre enfant comment? Par l'archaïque voie sexuelle, dont on ne peut pas dire qu'elle a fait ses preuves. Ah bah oui, je pense qu'il y a des parents ici qui comprennent tout à fait ce que je veux dire. Et puis, c'est-à-dire on ne maîtrise pas le truc, on ne sait pas, on devient parent parce qu'on a... Moi, parce que j'ai couché avec une femme, pas parce que j'avais des compétences dans l'éducation. Donc vous avez des enfants, des pauvres créatures innocentes qui se retrouvent entre deux abrutis, qui en plus ont d'autres choses à faire, vraiment pas tellement motivés pour les tâches éducatives. Et voilà, et on se dit, mais c'est vous vous rendez compte? Et en plus, cet enfant, il n'a pas été calibré et tout, il s'est fait par le hasard de l'amphimixie. Alors que là, vous voyez, là ils arrivent et vous disent, non, on va vous faire d'abord l'enfant sans problème. Physique au moins, génétique, qui va bien, voilà, qui aura en plus les compétences d'adaptation à la société, etc. On va tout lui programmer comme ça, voilà. Bon, après, bien sûr, on va vous le faire, on dit vous, mais c'est plus tellement des parents, ce sera peut-être des parents, mais il faut que vous ayez passé quand même le brevet de compétences parentales. Il faut que vous soyez des éducateurs spécialisés, sinon on ne va pas vous confier cet enfant, sinon ça va être le carnage. Donc on ne fait surtout pas ça, et c'est au nom du bien. N'oubliez pas, au nom du bien, le totalitarisme est fait au nom du bien, du grand bien. Ça continue, c'est au nom du bien. Un bien qui récuse l'être donné, donc qui forcément d'une certaine façon scie la branche sur laquelle il est assis. Mais enfin bon. Un bien quand même, c'est au nom du bien. Un bien séparé de l'être, une construction séparée de la donation initiale, d'un respect à l'égard du don initial, mais quand même. Oui. Et donc c'est au nom de la compassion que ça se développe. Et la charité, de plus en plus, apparaîtra comme une cruauté. La miséricorde apparaîtra de plus en plus comme sans compassion. Dites-vous bien ça. Bernanos parlait déjà de ceux qui ont la tripe sensible et le cœur dur. Vous voyez, mais ça veut dire que si vous avez vraiment un cœur miséricordieux, hein, donc le cœur devient lui sensible, bah vous avez des entrailles solides. Mais on vous reprochera ça. Parce que vous allez dire, bah non, l'enfant il faut qu'il naisse comme ça.
Ah, mais avec ces parents-là, simplement parce qu'ils ont fait la bête à deux dos, quoi, et on va leur dire vous pouvez élever le petit ange. Mais, ben oui. Ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est le fondement du droit naturel. Le fondement du droit, vous vous rendez compte? Donc, pas des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est des droits d'individu. On pourrait très bien, au nom du bien de l'individu, l'arracher à ses parents, si vous voulez. Mais ce n'est pas le droit naturel. Donc on est dans une situation, vous voyez, où des questions absolument neuves se posent, où tout est déplacé, et où nos critiques ordinaires, notre petite morale, ne tient plus. De telle sorte que la morale traditionnelle, qui reste nécessaire, quand je dis morale traditionnelle, ça veut dire ce qui nous vient de Platon, d'Aristote, du très grand Cicéron, parce qu'il ne faut pas oublier les moments latins dans cette morale, c'est une des grandes catastrophes aujourd'hui, on supprime le latin dans les écoles, mais c'est le point d'articulation majeur, le monde latin, et qui a une pensée latine, bien comprendre, il n'y a pas que les Grecs, parce que n'ont pas très bien compris là, les philosophes contemporains. Cicéron, Virgile, voilà, Sénèque, etc. Mais surtout Cicéron et Virgile. Et puis, voilà, tout ce qui a été porté par la grande théologie morale catholique, voilà, jusqu'à maintenant, ou même d'ailleurs protestant, vous avez parlé de Karl Barth tout à l'heure, c'est quand même un homme admirable de ce point de vue-là. Et donc, cela a bien sûr un poids fondamental, mais il faut bien comprendre que nos ancêtres ne se sont pas posé ces questions-là. La naissance par voie sexuelle, la mort, n'étaient pas des options. C'était des nécessités. Donc il fallait essayer de faire une morale qui dise faire de nécessité vertu. Vous savez comme on dit là. Il fallait faire de nécessité vertu. Mais quand ça devient une option, ben, il va falloir redéfinir la vertu. Oui. Donc nous sommes face à des questions absolument neuves. C'est pour ça que nous sommes dans une période formidable. Pour des personnes comme moi qui aiment penser, qui aiment quand il n'y a plus de solution, peut-être parce que je suis juif, et que dans le Talmud, l'important dans le Talmud, c'est qu'on ne soit pas d'accord. Enfin, on soit d'accord pour ne pas être d'accord autour d'une même question. Donc on se retrouve autour de la question, on est autour de la table. L'essentiel, c'est qu'on soit autour de la table, vous voyez. C'est très intéressant. Il n'y a pas pour les rabbins du Talmud l'idée qu'il faut arriver à un accord idéologique. D'accord? C'est qu'on vit dans la communauté ensemble autour de la Torah, mais après, on n'est jamais d'accord. Bon. Donc, pour ça, on n'a pas le goût de la solution, de l'efficacité, c'est pas ça. Et peut-être que le goût de la solution et de l'efficacité, donc d'une certaine conception de la vérité comme solution à tous les problèmes, et non pas comme drame, parce que nous on sait la vérité, dans le christianisme c'est l'histoire juive. La vérité, c'est pas la solution à tous les problèmes, parce que la vérité, elle, on croit. Elle meurt, et elle est accusée d'être le mensonge et le blasphème. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu problématique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas eu déjà, de manière très très éloignée, tout un courant dont le transhumanisme n'est que le symptôme, l'endroit où l'erreur se déclare de manière comme horreur, mais il y a quelque chose de plus profond. Vous pouvez attaquer les théories du gender, par exemple. Vous dites, le gender c'est très mal, et alors vous tombez sur le dos de cette pauvre Judith Butler, etc., qui est une brave femme, en somme toute, je veux dire, c'est pas un penseur très puissant, donc ça vaut même pas le coup de croire qu'elle serait à l'origine d'une théorie qui remuerait le monde. C'est quand même lui faire un honneur considérable. Ça, c'est toujours le problème quand on se met à diaboliser les gens, c'est qu'on les honore, finalement. Non, c'est pas ça. Elle est, en tant que personne, je l'aime, mais pour ce qui est de sa pensée, ce n'est qu'un épiphénomène. Voilà, pas très loin. Et même, et puis sur ce qui est intéressant dans sa pensée, même à la limite, je suis assez proche d'elle. Enfin, bon. Mais pourquoi? Parce que ça vient de très très loin. Quand on s'est mis à définir l'homme comme sujet, autonome,
comme conscience, comme cogito, comme... Quand on a dit que c'était ça l'essentiel de l'homme, déjà on avait une vision de l'homme sans le corps, sans le sexe. Quand vous regardez en arrière toute l'histoire de la philosophie, donnez-moi un seul auteur qui a pensé la sexualité et le fait qu'il n'y avait pas simplement l'homme avec un grand H, mais des hommes et des femmes. Un seul. Dès que vous quittez les anciens, qui l'ont pensé, Platon, Aristote, Xénophon, et dès que vous sortez de la théologie, qui a bien été obligée de le penser, malgré, alors c'est pas parce qu'ils avaient un tropisme spécial, parce que voilà, il y avait la Trinité, il fallait penser le Père, parce qu'il y avait la Vierge Marie, bon, on était un petit peu mal à l'aise, il fallait, mais on a essayé. Donc il y avait forcément des hommes et des femmes, tiens. Mais sinon, la plupart pensent l'homme. Vous savez, ça a été un de mes problèmes d'ailleurs quand je suis arrivé à Philanthropos, il y avait cette devise, connaître, aimer, connaître, je ne sais plus comment connaître, c'est aimer, servir la vérité de l'homme, avec un grand H. J'ai dit, mais c'est qui? Comprenez? La philanthropie comme l'amour de l'homme avec un grand H, ou de l'humanité en général, ça n'a rien à voir avec l'amour du prochain. Et en plus, ça passe à côté du fait qu'il y a des jeunes et des vieux, qu'il y a des hommes et des femmes, ouais, qu'il y a des fils. L'homme, à la fin, c'est devenu une sorte d'individu autonome. Donc pas de corps, pas de sexe, pas d'appartenance, pas de filiation. L'entrée en société se fait par un contrat passé entre individus autonomes. On ne sait pas comment ils ont passé le contrat, parce qu'ils ont bien dû apprendre une langue maternelle. Mais enfin bon, ils ont passé le contrat. Vous voyez de qui je veux parler? Citoyen de Genève, qui a lancé cette théorie, mais ça vient de plus loin, bien sûr, que Rousseau. Alors, vous comprenez qu'on est là face à quelque chose qui vient de très très loin. Et ça a été le grand génie de Heidegger, même s'il a eu tendance à tout mettre dans le même sac, et ça a été sa grande faiblesse, mais Heidegger a dit la technique, c'est pas la technique. Quand vous dites la technologie, vous ne parlez pas de la technologie. Vous parlez du stade suprême de l'histoire de la métaphysique. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient de très très loin. Que déjà, quand on cherchait des solutions, on était déjà de ce côté-là. Que déjà, quand on était en train de chercher une morale, où vous dites un truc et la personne vous obéit tout de suite, c'est un grand projet, la morale. Hein, la mère de famille, je parle à mes enfants ne m'obéissent pas. C'est pas normal. Donc je cherche, je lis des trucs de communication non violente. Et comme j'ai lu les trucs de communication non violente, et que même avec la communication non violente, mes enfants ne m'obéissent pas, j'entre dans une violence encore plus grande. Dieu merci que ça se passe comme ça. Parce qu'à la fin, si vous voulez que votre enfant obéisse au doigt et à l'œil, ce que vous voulez, c'est une tablette. Éventuellement un chien. Mais la tablette est encore plus efficace. Donc vous êtes déjà dans un projet de ce genre. Si vous voulez sortir, vous êtes des évangélisateurs, vous parlez, et puis tout le monde se met à genoux, et tout le monde est là. Vous êtes déjà dans le transhumanisme. Vous êtes déjà dans le technologisme. Parce que le mode profond, la structure profonde du technologisme, c'est j'appuie sur un bouton, j'ai un résultat. C'est de ne pas reconnaître la dimension de drame, c'est de ne pas reconnaître la patience comme vertu fondamentale, ça n'est pas reconnaître la dimension de l'histoire, du temps, ça n'est pas reconnaître l'inertie du corps, ça n'est pas reconnaître aussi la profondeur de la liberté. Vous voyez? Et on a tous donné là-dedans. Et tous, vous voyez, on pourrait même réagir face au transhumanisme de telle sorte qu'on voudrait atteindre une efficacité en retour qui est en fait fondée sur les mêmes structures. Donc maintenant, j'en arrive à mon dernier point, je vais devoir conclure en plus, je ne sais pas l'heure qu'il est.